Salut à tous et bienvenue aux nouveaux qui nous viennent de la plateforme Mastodon. Euh, Aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet aussi consensuel que d'habitude. On va s'intéresser à la disparition de la vie privée dans le monde post-fin du monde. Voilà. Donc on va essayer de réfléchir un petit peu, d'envisager l'hypothèse selon laquelle, dans le monde post-fin du monde, on se débarrasse enfin de la fiction d'une distinction entre vie publique et vie privée. Et on s'y intéresse notoirement en ce qui concerne le thème battu ou rebattu de la protection des données privées, qui forme d'ailleurs lui-même un nouveau marché, puisqu'il y avait le marché des données de la vie privée et le marché de la protection des données de la vie privée. Bien, pour ceux que ça intéresse, je vous renvoie à une vidéo produite en juillet sur la chaîne et qui s'appelle De quoi Big Data est-il le nom? Bien, alors... pour les nouveaux et pour les anciens d'ailleurs, je rappelle simplement l'optique de cette série-là. Il s'agit non pas de considérer la catastrophe écologique à venir, mais de considérer la catastrophe anthropologique qui a déjà eu lieu, et qui est en quelque sorte le cadre dans lequel nous sommes devenus impuissants à empêcher la catastrophe écologique. Voilà. Bien. Alors, quelques petits rappels avant de commencer. La distinction entre vie privée et vie publique, c'est une distinction juridique et qui n'a rien à voir avec le droit au secret, qui aurait plutôt à voir avec la possession et la délimitation du partage d'un certain nombre de données, d'informations pour être plus précis, qu'on va considérer comme étant intimes. Il ne s'agit pas d'établir une souveraineté à l'échelle du domicile. Vous n'êtes pas plus souverain que chez vous que dehors, une fois qu'on a protégé la vie privée. Il ne s'agit pas de la souveraineté du tipi ou du domus de la maison, mais bien d'établir la capacité pour un émetteur et un récepteur d'informations à délimiter la circulation de ces informations-là. Ça consiste à établir une propriété sur quelque chose de produit collectivement, notamment quand on parle des données privées, et puis de faire correspondre à ce droit de propriété un droit à la maîtrise du bien qui serait les informations relatives à la vie privée. Bien. Que ces informations soient, je sais pas moi, des photos, des vidéos, des textes, mais encore évidemment toute chose qui pourrait ressembler à une connaissance des sentiments, de l'intimité, des événements qui ont eu lieu, qui se sont produits dans ce qu'on va décrire comme étant la sphère privée qui n'est pas la sphère publique. Bien, alors, on va commencer par une petite histoire de la notion. Excusez-moi, j'ai multiplié aujourd'hui les biens, les alors, les bons, les donc, et fatigué le garçon. Alors, et les alors. Petite histoire de la notion. Évidemment, on n'est pas en train de citer le bouquin d'Ariès et Duby sur l'histoire de la vie privée. C'est un ouvrage magnifique qui va vous décrire l'histoire d'autre chose que ce dont on est en train de parler maintenant. Il va parler de l'histoire de la sphère du secret, de la sphère du sentiment, de la sphère de la réflexion sur soi, de la présence à soi, de la conscience de soi, des rythmes de vie dans l'espace domestique. Ils vont travailler d'ailleurs en partant de ce point-là sur la séparation entre la sphère du féminin qui serait la sphère de l'intérieur et la sphère du masculin qui serait la sphère de l'extérieur. Toutes choses qui sont très éminemment politiques et qui ne reposent pas sur la distinction entre vie privée et vie publique. C'est en quelque sorte a posteriori qu'on peut qualifier l'évolution de la sphère de l'intérieur, de la sphère de l'intime, de évolution de la sphère de la vie privée. Je m'en expliquerai dans un instant. On pourrait aussi citer comme ressource très intéressante quand on réfléchit à ces distinctions entre vie privée et vie publique, mais aussi pourquoi pas entre vie domestique et vie publique, entre intérieur et extérieur, entre sacré et profane par ailleurs, entre intime et politique. Le travail qu'a fait Marcel Mauss dans l'histoire d'une catégorie de l'entendement humain à la notion de personne, celle de moi, alors c'est à propos d'une catégorie de l'entendement humain, la notion de personne, celle de moi, où il nous montre comment ce que nous avons de plus intime, c'est-à-dire la façon dont nous nous considérons nous-mêmes comme une entité, le moi, la personne,
a été l'objet d'une histoire. Et il en fait une histoire occidentale en parlant notamment de la notion de persona romaine, qui au départ valide l'accès à la citoyenneté des sénateurs à partir d'une personne, c'est-à-dire la figure tutélaire de la famille, l'ancêtre qui figure toujours au Sénat. La notion de personne, au départ, c'est cet ancêtre que n'importe quel représentant de la famille va apporter au Sénat et qui donne accès à la citoyenneté. Puis progressivement, tous les citoyens vont avoir accès à la persona, c'est-à-dire à l'idée de ce masque qu'on peut porter dans les représentations publiques, sauf les esclaves, puisque servus non habet persona, les esclaves n'ont pas de personne, ils n'ont pas ce sujet d'imputabilité juridique et qui rapporte à la fois à quelque chose de très profond, de très intime, de ce qu'on représente d'intimité dans la sphère publique. Vous voyez que dans la notion de personne, au départ dans le droit romain, il y a au contraire, non pas la séparation de l'intimité et du public, mais au contraire la justification du droit à l'accès à la vie publique par la mobilisation de ce qu'il y a de plus intime. Donc ça c'est un autre texte qui pourrait être très intéressant à mobiliser. En fait, la question... Oui, alors ensuite, Mauss va aussi nous parler de l'évolution de la notion de personne à travers l'histoire chrétienne, avec l'idée qu'il y a une personne juridique qui doit des comptes à César et une personne morale qui doit des comptes à Dieu, tout le monde ayant une âme et tout le monde ayant d'une certaine manière cette capacité à rendre des comptes à Dieu et donc à devoir purifier son âme. Donc, cette notion-là, la notion de... le sentiment, en quelque sorte, de la vie privée, ou la notion de vie privée, a probablement toujours existé en tant que nous avons toujours eu de la part soi, nous avons toujours eu des sentiments, nous avons toujours eu des sentiments dont nous n'avons pas souhaité faire publicité et dont nous n'avons pas souhaité partager en quelque sorte le gouvernement avec le gouvernement public, avec... pour le dire encore autrement, il y a toujours eu plusieurs niveaux de commun. Et on va partir de ce fait anthropologique très simple, qui est que nous avons de la part soi. Nous avons de la conscience, nous avons des choses qui n'appartiennent qu'à nous, tout simplement parce que quand bien même on souhaiterait les exprimer, on n'y parviendrait toujours qu'imparfaitement. Nous avons donc une expérience personnelle de la vie et du monde. Bon, ça c'est ce qui a toujours existé. Mais le cadre juridique définissant la vie privée, il est extrêmement récent. Alors en France, la première occurrence de la notion de vie privée apparaît le 11 mai 1868 dans la presse, qui interdit toute publication d'un fait relatif à la vie privée. En Angleterre, c'est en 1965 dans l'affaire Tapley-Jones, sur, pareil, l'idée du respect à la vie privée, même si, d'une certaine manière, dans... l'idéologie qui a présidé à la rédaction des droits de l'homme et du citoyen, d'une certaine manière, on trouve déjà cette idée qu'il est en chacun des domaines inaliénables. Mais vous voyez, c'est tout autre chose de partir de ce qui en chacun est inaliénable et correspond en quelque sorte au sujet social dans ce qu'il a de plus plein et qui se continue jusqu'à la vie publique, et la perspective complètement inverse qui consisterait à dire il existe une vie publique qui a sa propre raison d'être, qui n'est pas la somme des citoyens et des citoyennes réunis pour décider, il y a une vie publique, et c'est cette vie publique qui à un moment donné se déploie, réglemente, régente tout, qui va définir comme en négatif des zones dans lesquelles elle ne doit pas s'étendre. C'est-à-dire que dans un premier temps, on part du sujet inaliénable et légitime en tant qu'il est à la fois intime et public et qui se déploie vers la vie publique. C'est parce qu'il a une personne qu'il a le droit de se déployer vers la vie publique, à une situation exactement inverse où la vie publique régente tout, organise tout, réglemente tout, et à un moment donné doit s'arrêter non pas même au domicile, mais à la propriété privée et à la libre jouissance de certaines données qui seraient le produit de l'individu humain. En d'autres termes, la fin du monde, c'est précisément lorsqu'il ne demeure de vie privée que ce qu'on parvient à faire échapper à la réglementation et au régentement de tout. Bien. Alors, le problème par rapport à ça, c'est que les citoyens n'ont pas cessé d'avoir des sentiments, n'ont pas cessé d'avoir une vie intime, mais qu'à cet endroit-là, on va produire un droit qui est un droit de propriété et un droit de gestion,
de la donnée intime. En d'autres termes, la protection de la vie privée aujourd'hui, c'est créer un registre culturel et juridique dans lequel on va réduire la vie intime au droit à la propriété. Bon. Alors le problème, c'est que, en quelque sorte, dans cette espèce de passage, comme je vous ai dit, du sujet ayant accès à la personne, ce qui l'habilite à avoir une vie publique, à un système dans lequel la vie publique est en quelque sorte complètement dépersonnalisée, les humains sont objectivés, et ça s'introduit partout, et on limite le droit à l'intimité à un droit à la propriété, hein. On est passé en quelque sorte d'une figure du citoyen à une figure du consommateur au consommateur. On crée une figure qui ne supporte pas la continuité entre espace privé et espace public. Le citoyen, en tant qu'il est origine de la loi, est chez lui dedans et dehors. Il amène avec lui, quand il sort, il amène avec lui ses ancêtres, c'est l'art, hein, c'est ses petits dieux, ses petites divinités de son domus. D'une certaine manière, il existe une continuité entre l'intérieur et l'extérieur. Le consommateur, non. Ce que le sénateur ou le proto-citoyen romain montre au Sénat, c'est précisément ce qu'il a de plus intime. Le consommateur, lui, il accepte d'être dirigé par des lois, des règlements, des administrations à l'extérieur, et ne se soucie que de ce qu'il possède et ne possède pas. Une fois qu'il est de ce qu'il consomme et ce qu'il ne consomme pas. Une fois qu'il est chez lui, il est parmi ce qui lui appartient, il est dans un espace de propriété. Et donc là, il est confronté à une double emprise, un État hypertrophié qui réglemente et administre tout d'un côté, des sociétés transnationales qui échappent largement au pouvoir des États et qui souhaitent utiliser les données de sa vie intime pour produire leurs valeurs. Il souhaiterait que ce qui est produit de lui dans le macrosystème technique, à travers des applications, à travers des logiciels, à travers des réseaux, donc à travers vraiment du réseau social, du macrosystème social, soit quelque chose qui lui soit reconnu comme privé, c'est-à-dire relevant d'une propriété privée. C'est une demande de droit d'auteur sur des interactions sociales, littéralement. C'est-à-dire qu'il demande des droits d'auteur, ce citoyen de la fin du monde demande qui est réduit au statut de consommateur, demande des droits d'auteur sur des productions sociales. Alors de fondateurs de la société, ceux et celles qui souhaitent réellement échapper à une éventuelle exploitation de ce qu'ils considèrent comme leur vie privée, se retrouvent pris dans un effort pour devenir interstitiels, fuyards, échappés, clandestins, diffus, à nouveau maîtres de ce qu'ils produisent, mais dans un effort pour échapper à. Et dès lors, ils se trouvent en quelque sorte citoyens à plusieurs échelles, citoyens de manière générale d'un système considéré largement comme oppressif et non légitime à avoir accès à eux, et de l'autre, voilà, construire en quelque sorte des mini-républiques. À travers l'effort pour échapper, il tâche de former, de petites pour l'instant, républiques virtuelles, littéralement. Tous les espaces qui se construisent pour échapper, hein, puisqu'on parlait de Mastodon en état, hein, ou Peertube, ou j'en sais rien, tout ce qui va chercher à échapper aux instances via des instances décentralisées, mobiles, etc., ou encore tous les systèmes d'échanges cryptés qui vont absolument échapper au fait d'être... ah zut, le mot m'échappe. Sujet d'imputabilité. Sujet d'imputabilité vis-à-vis d'une instance étatique ou vis-à-vis d'une instance commerciale qui relèverait de la vie publique et non plus de la sphère privée, passe par le fait de créer en quelque sorte des petites choses communes, des entre-nous. C'est-à-dire en quelque sorte, et là j'utilise des termes trop importants, mais peut-être pour l'instant, des mini-républiques. Des mini-républiques qui sont... pas incarnés dans des institutions qui ont pignon sur rue, mais qui pour l'instant s'incarnent néanmoins dans une forme de matérialité et dans des sphères d'échange possibles entre les êtres humains. Donc vous voyez comme c'est rigolo, pour protéger sa vie privée, en fait on construit des mini-républiques. Et en d'autres termes, on reconstruit le moment où, en venant avec mon privé, je crée le commun, je crée le public, c'est parce que j'ai du privé, que j'ai accès au commun. Pour le dire encore autrement, c'est parce que je suis une personne
une personne unique, une personne qui a le droit à la reconnaissance par l'ensemble des membres de la République, que je vais justement revendiquer et participer à constituer une sphère dans laquelle cette personne-là sera traitée comme je le souhaite. Bien. Et ça, pour moi, c'est typiquement le monde post-fin du monde qui se construit. Donc, pour le dire autrement, la vie privée, c'est ce qui vous reste, donc dans la distinction vie privée, vie publique par rapport à la propriété des contenus de la vie privée, c'est ce qui vous reste quand la vie commune a été parfaitement expurgée de vous. C'est-à-dire quand vous n'avez plus droit à la parole. Et quand tout est tant régenté et surveillé qu'il vous faut négocier une zone minimale échappant au sociétal. Bref, la vie privée, c'est un sous-produit d'une société exorbitée qui n'est plus qu'au service d'elle-même et plus des gens. Des gens d'ailleurs qu'on compris comme gens, gens, famille, etc. C'est un sous-produit de la fin du monde. Mais, et c'est la bonne nouvelle, comme la fin du monde a déjà eu lieu, la distinction vie privée, vie publique n'existe plus, et nous sommes en train tranquillement de trouver le chemin naturel de la vie publique, c'est-à-dire de partir de la personne en tant qu'elle se constitue, et qu'elle se constitue aussi socialement, pour aller vers la République, c'est-à-dire la chose commune, res publica, la chose commune des sujets, et des sujets souverains, puisque nous sommes dans le monde post-fin du monde. Un dernier point, avant de partir, simplement, sur cette distinction vie privée, vie publique, je voudrais juste partir de mon effroi à moi. Pourquoi est-ce que je sursaute quand j'entends cette distinction-là? Parce que si on l'aborde d'un point de vue anthropologique, elle est extraordinairement faible, pour le dire autrement. Il n'y a pas d'endroit où nous soyons plus normés, plus conformistes que dans notre domicile. C'est typiquement l'endroit où la norme est le mieux acceptée. Mais prenez des gens d'opinion, de partis politiques très différents et regardez l'intérieur de leur domicile et vous verrez que il n'y a nulle part au monde où ils se comportent le plus de la même manière. Ils ont le même frigo, la même machine à laver, le même four. Le contenu du frigo est extrêmement similaire. La lessive, le savon, même s'il y en a un qui a de la lessive bio en copeaux de savon, ils ont la lessive, le machin, etc. Ils se lèvent aux mêmes heures, ils ont la même façon d'organiser leur dîner. S'y discutent et ne s'y discutent pas à peu près les mêmes thèmes. On le quitte et on y revient de la même manière. L'appartement est branché à l'électricité de France ou à un autre, etc. Il y a Internet qui est disponible. Avancez dans les pratiques au domicile et vous verrez que c'est là qu'on se colle le plus à la norme. Dans la consommation de télé, d'ordinateur, où sont rangés les vêtements, comment sont rangés les vêtements, où sont les objets de culte, où sont les livres. Regardez tout dans le détail. C'est ce qui fait que là où vous serez le moins surpris, c'est quand vous entrez dans une maison. Parce qu'une maison, quand bien même, et l'anthropologue que je suis le sait, est un trésor d'informations sur la vie, la singularité de la personne, c'est le lieu où on est le plus normal. Bon, à partir de là, je dis pas que c'est pas privé, je dis que ça a été élaboré collectivement. Que tout ce qui est là relève d'une norme commune, bien que peut-être non légale. Bon. Et à partir de là, imaginez qu'on est propriétaire de l'information produite ici. Pour moi, ça relève d'une double souillure. D'abord, c'est souiller le fait que c'est de la production commune, de la production rituelle, de la production qui pourrait produire de l'intégration et de l'amour des uns des autres. Mais deuxièmement, c'est soumettre au régime de la propriété et de la propriété privée tout ce qui relève de notre intimité, tout ce qui définit notre personne, et définir ensuite notre vie privée comme la somme des informations que nous faisons circuler à partir de cette vie intime réduite à la propriété, je trouve qu'il y a là un danger de perte de vue de ce qui forme, la vie de l'âme, et deux, la vie des âmes partagées, la res publica, la vie en commun. Voilà, donc la vie privée a disparu, et c'est une excellente nouvelle. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine par ailleurs, et je vous dis à la semaine prochaine.